Le littoral, à première vue, ça semble simple, n'est-ce pas? On imagine une ligne bien nette entre le sable et les vagues. Et pourtant, cette frontière est en fait l'une des plus complexes et les plus difficiles à définir au monde. On va voir ensemble pourquoi cartographier cet espace qui bouge tout le temps est un vrai défi. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec la grande question: où s'arrête la Terre et où commence la mer? Ça a l'air tout bête comme ça, mais la réponse est loin, très loin d'être évidente. C'est une question qui a taraudé des générations de scientifiques, de juristes et même d'artistes. En fait, le littoral, ce n'est pas du tout une ligne. C'est bien plus que ça. C'est une interface, une sorte de zone de transition hyper dynamique. Elle est constamment remodelée par les marées, les tempêtes, les courants, les vents. C'est un espace vivant qui change littéralement d'heure en heure. Bon, alors comment est-ce qu'on s'y prend pour essayer de suivre cette ligne insaisissable? On va vite comprendre pourquoi vouloir fixer une limite précise, c'est un véritable casse-tête. Le secret, en fait, c'est de voir le littoral comme un grand système. Imaginez, les rivières qui amènent des sédiments, les vagues qui les baladent le long des côtes, le vent qui sculpte les dunes. C'est un échange permanent d'énergie et de matière. Essayer de tracer une ligne fixe là-dedans, c'est un peu comme vouloir attraper le vent dans un filet. Du coup, face à une telle complexité, comment on a fait? Évidemment, on a quand même essayé de trouver des critères pour définir cet espace qui, par nature, semble indéfinissable. Pour tenter d'y voir plus clair, on a utilisé en gros 4 grandes approches. L'approche scientifique pour comprendre la physique du lieu, l'approche juridique pour savoir à qui appartient quoi, l'approche économique pour identifier qui en vit, et enfin le regard, le paysage pour décrire ce que l'on perçoit. D'un point de vue purement scientifique, ce qu'on appelle géomorphologique, la limite du littoral, c'est jusqu'où s'étend l'influence de la mer. Ça peut être par exemple la zone maximale atteinte par les embruns salés transportés par le vent, ou encore la zone où pousse une végétation très spécifique, adaptée au sel. C'est une définition très physique, très concrète. Maintenant, si on change complètement de perspective et qu'on prend un critère économique, le littoral devient la zone où les gens vivent de la mer. On pense tout de suite au port, à la pêche bien sûr, mais aussi à tout le tourisme balnéaire. Ici, la limite est donc définie par l'activité humaine. Et puis, il y a la solution juridique. Face à ce chaos naturel, le droit, lui, a besoin de lignes claires. Il a donc fallu trancher. La Grande Convention de Montego Bay en 1982 a créé des frontières bien nettes. La mer territoriale, la zone économique exclusive. Ce sont des limites artificielles, c'est sûr, mais elles sont absolument indispensables pour réguler la pêche ou l'exploitation des ressources. Mais attention, le littoral, ce n'est pas juste une question de science ou de droit. C'est aussi, et peut-être surtout, un lieu culturel, un objet de désir. Et notre regard sur lui a radicalement, mais alors radicalement changé au fil du temps. Il faut s'imaginer que pendant des siècles, la mer a fait peur. C'était un espace hostile, dangereux, peuplé dans l'imaginaire de créatures monstrueuses. Le littoral, ce n'était qu'un lieu de travail très rude pour les pêcheurs, très loin d'être une destination de rêve. Alors, comment on en est arrivé à nos plages bondées? Tout bascule au XVIIIe siècle. D'abord, il y a la mode des bains de mer pour des raisons de santé. Puis les écrivains romantiques arrivent et subliment la beauté sauvage des côtes. Et hop, au milieu du XIXe siècle, la plage moderne est née, un lieu de loisirs et de vacances. L'exemple parfait de cette transformation, c'est la fameuse promenade des Anglais à Nice. Elle n'est pas apparue comme par magie, elle était construite, aménagée, embellie pendant plus d'un siècle justement pour accueillir ce nouveau désir de rivage. L'objectif était clair, mettre la mer en scène pour que les touristes puissent voir et être vus. Le littoral est donc devenu central dans notre économie et notre imaginaire. Mais il cache une double facette assez fascinante. Il peut être à la fois le centre du monde et sa marge. Cette dualité est vraiment frappante. D'un côté, les grands ports sont les portes d'entrée de la mondialisation, et les plages sont des lieux de désir et de loisirs. Mais de l'autre, l'isolement du littoral en fait l'endroit parfait pour installer tout ce qu'on veut pas voir. Des prisons, des industries polluantes ou encore des centres de traitement de déchets. Prenons l'exemple du Cotentin, en France. C'est très parlant. C'est une presqu'île, donc par définition une marge de l'espace national, et c'est précisément à cause de son isolement qu'on y a concentré une grande partie de l'industrie nucléaire française, que ce soit la construction de sous-marins ou l'usine de retraitement de La Hague. Un autre exemple, historique cette fois, c'est celui des îles du Salut, au large de la Guyane. Leur isolement en a fait le lieu idéal pour y installer un bagne terrible, où l'on envoyait des prisonniers comme Alfred Dreyfus. C'est l'exemple type de la marge utilisée pour confiner, pour mettre à l'écart. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, cette marginalité peut complètement se retourner et devenir une ressource précieuse. Prenez l'île de Pâques, un des endroits les plus isolés du monde. Eh bien aujourd'hui, cet isolement extrême et sa culture unique sont devenus son principal atout touristique. La marge est devenue une destination de luxe. Finalement, on se rend compte qu'au-delà de la science, du droit ou de la culture, le littoral, c'est aussi une construction mentale, une représentation qui est, au fond, profondément personnelle.
Et pour commencer, un fait assez surprenant, malgré son importance, notre connaissance du littoral reste très incomplète. Regardez ce graphique. Pour une grande partie des habitats marins et côtiers, l'état de conservation est tout simplement inconnu. On cherche à protéger un milieu qu'en réalité on connaît très mal. Et cette connaissance, elle est aussi très subjective. Pour bien le voir, rien de tel que ces cartes mentales. Voici celle de l'île d'Ouessant, dessinée par une jeune habitante. C'est une carte de l'intérieur, un espace d'identité. Elle y a placé son école, l'église, les phares. C'est son monde, son territoire vécu au quotidien. Maintenant, comparons avec la carte dessinée par un résident secondaire. L'approche est complètement différente. On voit un réseau avec des routes, des noms de lieux-dits très précis. C'est une manière de montrer sa connaissance de l'île, de se l'approprier, de maîtriser cet espace qu'on a rêvé tout le reste de l'année. Et enfin, le regard du touriste d'un jour. Là, la vision est beaucoup plus simple, presque primitive. Un mouton, un moulin, des fleurs, c'est une représentation très stéréotypée, une image d'Épinal. Elle exprime un désir de retour à la nature plus qu'une connaissance réelle des lieux. Au final, le littoral n'est donc pas seulement une ligne sur une carte. C'est aussi, et peut-être surtout, une carte dans nos têtes. C'est un espace physique, juridique et économique, mais c'est par-dessus tout un espace imaginaire et personnel. Alors la vraie question pour conclure, c'est celle-ci. Si chacun devait dessiner son propre littoral, celui qui compte pour soi, à quoi est-ce qu'il ressemblerait ?